Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Les frappes israéliennes se poursuivent et s'intensifient. Selon la presse israélienne, Washington aurait donné à Israël une marge de manœuvre élargie contre le Hezbollah, tandis que de nouveaux bombardements ont touché la région de Saïda, au cœur des zones civiles. Le quotidien Haaretz affirme, citant des sources proches du dossier israélo-libanais, que le président américain Donald Trump aurait accordé à Israël une liberté d'action relative contre le Hezbollah lors d'une rencontre en Floride en décembre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un drôle de l'armée israélienne a mené une frappe sur la localité de Kfar Dounin, dans le Casa de Bint Jbel, faisant 2 morts et 1 blessé. Vers 1 heure du matin, des avions de chasse ont visé un immeuble de 3 étages dans la cité industrielle de Sinik, au sud de Saïda, à proximité de l'hôpital Ar-Ra'i. Le bâtiment a été entièrement détruit, provoquant d'importants dégâts matériels dans les environs. Ces frappes s'inscrivent dans une série plus large de raids ayant touché le Liban Sud et la Bekaa, parfois précédés d'avertissements à évacuer. De nouvelles discussions s'ouvrent entre la Syrie et Israël sous médiation américaine après plusieurs mois de gel diplomatique. Des négociations organisées à Paris alors que les deux pays restent officiellement en état de guerre et que la question sécuritaire dans le sud syrien demeure explosive. C'est à Paris que la Syrie et Israël tentent de relancer le dialogue. Selon l'agence officielle syrienne Sana, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shaibani, participe à une nouvelle session de négociations sous l'égide des États-Unis, les premières depuis le mois de septembre. Objectif affiché, parvenir à un accord de sécurité qualifié d'équilibré entre deux pays voisins toujours techniquement en guerre. Les discussions portent notamment sur le sud de la Syrie, où Israël réclame l'instauration d'une zone démilitarisée, un point de blocage majeur lors des précédents pourparlers. Ces négociations ont également été évoquées lundi à Paris lors d'un entretien entre Assad al-Shaibani et son homologue français Jean-Noël Barrot. Selon le Quai d'Orsay, les deux ministres ont souligné l'importance de travailler à la stabilisation d'une Syrie unifiée et souveraine et la nécessité d'arrangements de sécurité avec Israël. Les pourparlers s'inscrivent dans un contexte tendu. Depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a multiplié les frappes et les incursions en Syrie, notamment dans la zone démilitarisée du Golan, au-delà de la ligne de désengagement en 1974. Pour Damas, toute extension de cette démilitarisation vers le sud de la capitale représenterait, selon les autorités syriennes, une ligne rouge et une menace directe pour la souveraineté du pays. Ces discussions, encore fragiles, pourraient néanmoins constituer une première étape vers une désescalade durable sous l'œil attentif de Washington et des capitales européennes. En Iran, cette fois, la colère ne faiblit pas. Entrées dans leur 9e jour, les manifestations contre la vie chère et la corruption ont déjà fait des dizaines de morts et des centaines d'arrestations sur fond d'inflation record et de durcissement du discours des autorités. Les manifestations se poursuivent et s'étendent en Iran. Selon l'ONG Human Rights Activist New Agency, citée par The Guardian, au moins 35 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement et plus de 1200 manifestants arrêtés. Les protestations ont touché 27 des 31 provinces du pays, une ampleur rare. À l'origine, la flambée des prix et une inflation galopante. En décembre, elle a atteint 52,6% selon des chiffres officiels. L'effondrement du rial a encore aggravé la situation. Le mouvement est né dans le bazar de Téhéran avant de gagner plus de 100 villes et localités, y compris de nombreuses petites agglomérations. Mais la contestation a rapidement dépassé les seules revendications économiques. Les slogans dénoncent désormais la corruption, l'absence de perspective et réclament des réformes politiques profondes. Parmi les victimes figurent 29 manifestants, 4 enfants et 2 membres des forces de sécurité. Les autorités font également état de centaines de blessés dans leur rang. L'agence semi-officielle Fares évoque environ 250 policiers et 45 membres des forces passiges touchés lors des affrontements. La répression s'intensifie, des arrestations massives ont été signalées, y compris dans les universités.
À Birjan, dans le sud-est du pays, la police est intervenue sur un campus pour interpeller des étudiants. Face à la crise, le président Masroud Pezeshkian a annoncé des réformes économiques dont la suppression du taux de change préférentiel, une mesure destinée à réduire la corruption, mais qui pourrait provoquer une hausse temporaire des prix alimentaires. Sur la scène internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'Iran à respecter le droit de manifester pacifiquement et à éviter de nouvelles pertes humaines. Mais le temps se durcit à Téhéran. Le chef du pouvoir judiciaire affirme que la phase d'apaisement est terminée, accusant les États-Unis et Israël de soutenir les protestations. Un message clair, aucune nouvelle concession ne sera accordée malgré une rue toujours mobilisée. Scène inédite à New York, 2 jours après sa capture par les forces américaines, l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro a comparu devant la justice des États-Unis. Devant le juge, il s'est dit prisonnier de guerre, rejetant en bloc les accusations de narcotrafic, tandis que la situation restait tendue à Caracas. C'est sous haute sécurité que Nicolás Maduro a comparu devant un tribunal fédéral de Manhattan. Pour la première fois face à la justice américaine depuis sa capture à Caracas, le président vénézuélien déchu a plaidé non coupable aux accusations de narcotrafic et de narcoterrorisme. S'exprimant en espagnol à l'aide d'un traducteur, il a affirmé être un prisonnier de guerre avant d'être interrompu par le juge qui lui a rappelé le cadre strict de l'audience. Des croquis judiciaires diffusés par la presse américaine le montrent souriant à son entrée dans la salle, prenant des notes et écoutant attentivement les débats. Incarcéré depuis samedi dans une prison de Brooklyn réputée pour son insalubrité, Nicolás Maduro restera en détention jusqu'à sa prochaine audience prévue le 17 mars. Son épouse, elle, Cilia Flores, également inculpée, a elle aussi plaidé non coupable. Au Venezuela, la tension est montée d'un cran. À Caracas, des survols de drones non identifiés ont été signalés près du palais présidentiel. La police a procédé à des tirs dits dissuasifs, selon les autorités, sans affrontement ni victimes signalées. Sur le plan politique, la chef de l'opposition, María Corina Machado, a salué l'arrestation de Maduro, affirmant vouloir transformer le Venezuela en centre énergétique des Amériques. À Washington, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a jugé souhaitable l'organisation d'élections dans un court délai, une option que la Maison-Blanche temporise. L'affaire suscite de vives critiques internationales, plusieurs pays contestant la légalité de l'intervention américaine. Une chose est sûre, avec la comparution de Nicolás Maduro, la crise vénézuélienne entre dans une nouvelle phase à la fois judiciaire, politique et explosive. Les tensions diplomatiques se poursuivent autour du Groenland après de nouvelles déclarations de Donald Trump évoquant un possible passage de l'île sous contrôle américain. Face à ces menaces répétées, les autorités groenlandaises appellent au calme tout en durcissant leur position politique. À Nuuk, le Premier ministre groenlandais Jens Frederik Nielsen tente de calmer le jeu. Face aux propos insistants du président américain Donald Trump, il appelle à ne pas céder à la panique. Les États-Unis ne peuvent pas conquérir le Groenland. Nous sommes une démocratie et nous devons rétablir une coopération saine, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, tout en affirmant vouloir désormais durcir le ton à une communication jugée inacceptable par la voie médiatique. Ces réactions font suite aux nouvelles déclarations de Trump qui répète avoir besoin du Groenland pour la sécurité nationale, estimant que le Danemark n'est pas en mesure de s'en occuper. Le président américain évoque même un calendrier de quelques semaines. À Copenhague, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a mis en garde contre toute remise en cause de l'ordre international, rappelant que le Danemark et le Groenland sont membres de l'OTAN et que la sécurité arctique est déjà largement assurée. À Washington, le discours reste ferme. Le conseiller influent de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a affirmé que les États-Unis devraient avoir le Groenland tout en minimisant l'hypothèse d'une intervention militaire, assurant que personne ne se battra avec les États-Unis sur l'avenir du Groenland. Territoire autonome danois peuplé de 57 000 habitants,
Le Groenland possède d'importantes ressources minières et une position stratégique majeure dans l'Arctique, où les États-Unis disposent déjà d'une base militaire. Mais pour les autorités locales, la ligne reste claire. Le Groenland n'est pas à vendre. Un message confirmé par l'opinion publique, largement opposée à tout rattachement aux États-Unis. Près de Moscou cette fois, une famille russe a décidé de lutter contre l'oubli. À Demo-Dedovo, parents et enfants nettoient bénévolement des tombes abandonnées et partagent leur action sur les réseaux sociaux, transformant un geste intime en un mouvement suivi par des milliers d'internautes. Chaque week-end, dans un vieux cimetière de Domodedovo, au sud de Moscou, la famille Kornilov-Belov s'active en silence. Natalia frotte les plaques funéraires couvertes de boue, sa mère Lydia ramasse les feuilles mortes, tandis que les deux fils coupent des branches ayant envahi les sépultures. Leur objectif, redonner un visage et un nom à des tombes laissées à l'abandon. À l'origine de cette initiative, Pavel, 28 ans, ingénieur. Il filme le travail de sa famille et le publie sur YouTube, Instagram et TikTok. Les vidéos montrent les tombes avant et après le nettoyage. Résultat, des noms, des dates, parfois des dessins gravés réapparaissent. Ces comptes baptisés Babouchka Lida rassemblent aujourd'hui plus de 25 000 abonnés. Le projet est entièrement bénévole. Quelques internautes envoient toutefois de petits dons utilisés pour acheter des fleurs artificielles déposées sur les tombes restaurées. Selon Pavel, l'engouement s'explique par une réalité russe bien connue, les déplacements massifs de population. Beaucoup de familles ont quitté leur région d'origine, parfois même le pays. Résultat, des tombes datant des années 60 ou 70 se retrouvent sans personne pour en prendre soin. L'initiative inspire ailleurs. Dans d'autres régions de Russie, des bénévoles se mobilisent à leur tour, parfois en créant des cartes numériques de cimetières oubliés. Pour Natalia, l'enjeu est simple, préserver la mémoire. Quand une tombe est entretenue, cela signifie que quelqu'un se souvient encore, dit-elle. Une manière discrète mais puissante de résister à l'effacement du temps. La course aux voitures sans chauffeur s'accélère aux États-Unis. À Las Vegas, Uber a dévoilé son futur robotaxi, un véhicule autonome conçu pour concurrencer directement Waymo à San Francisco, le fief historique du leader mondial du secteur. Uber entre dans la bataille du transport autonome. À la veille du salon technologique CES de Las Vegas, le géant américain des VTC a présenté son futur robotaxi développé en partenariat avec le constructeur électrique de luxe Lucid. Le véhicule est une version modifiée du SUV Gravity, 100% électrique, 6 places et bardé de capteurs, caméras, radars, lidar et ultrasons pour une conduite entièrement autonome. Uber et ses partenaires ont confirmé avoir lancé dès décembre des tests de conduite autonome dans la baie de San Francisco avec un opérateur humain à bord. Le lancement commercial est annoncé pour la fin 2026 sous réserve de l'aval des autorités californiennes. À l'intérieur, l'accent est mis sur la confiance des passagers, écran interactif affichant l'environnement du véhicule, commande de confort et un module lumineux sur le toit baptisé Halo pour signaler le robotaxi aux clients et aux piétons. Ce projet s'inscrit dans une ambition plus large. Uber et Nvidia visent le déploiement de 100 000 robotaxis à partir de 2027 en s'appuyant sur plusieurs constructeurs. Amazon avec Zoox, Tesla, mais aussi des acteurs chinois comme Baidu préparent eux aussi leur offensive. À San Francisco, capitale mondiale du robotaxi, la bataille pour la mobilité du futur ne fait que commencer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.